Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans la ville où bien des rois ont vécu. Vous êtes maire et avocat, ce qui demande un entraînement de sportif, ce qui ne vous gêne absolument pas, puisque le sport, c'est aussi votre vie. Bonjour Arnaud Péricard. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye, vous êtes avocat, mais vous avez aussi une histoire incroyable. On parlera tout à l'heure de ce festival que vous allez ouvrir dans quelques jours. Mais c'est l'histoire en même temps de votre famille que je vais raconter, car il y a eu, avant Arnaud Péricard, Michel Péricard. Et Michel Péricard a été un pionnier de la télévision. C'est votre père. Donc, avant de parler de vous, on va parler de lui à travers une date, le 12 novembre 1970. Écoutez. L'opération, à cette heure-ci, est maintenant terminée. Quelques récompenses ont été décernées. C'est la voix de votre père, Michel Péricard. Et ce jour-là, il commente les obsèques du général de Gaulle. Il nous en a souvent parlé. Je n'étais pas encore né à l'époque. Et pour l'anecdote, mon père a été journaliste à la télévision après avoir été sanctionné. Il travaillait à la radio et il s'était lancé dans un mouvement de grève à l'ORTF à l'époque, ce qui ne se faisait pas. Pas vraiment, non. Pour être sanctionné, il avait été muté à la télévision. Il faut savoir qu'à l'époque, peu de gens avaient la télévision. Et il a, comme ça, gravi une à une en étant grand reporter à 5 colonnes à la une, notamment. Et puis après, en présentant soit des émissions spéciales, soit le journal télévisé. Alors justement, ce parcours, effectivement, a débuté à la télévision. La radio, vous savez qu'au début, quand la télévision est née, les premiers animateurs ou journalistes venaient de la radio, ils ne voulaient pas y aller, ils ne croyaient pas en la télévision. Et quand Pierre Sabac a voulu proposer le journal télévisé, il a eu 2 ans de refus de la direction. Bon, ça a été un peu une opportunité pour lui, plutôt, dans le cadre de cette sanction. Voilà. Et 5 colonnes à la une, on oublie aussi une chose, bon, c'est Lazareff, Desgroupes et Dumayet, mais le titre, c'est Frédéric Rossif qui l'a trouvé, le créateur de La vie des animaux. Alors, effectivement, il a dirigé aussi l'information, votre père, et l'information, il a dû vous en parler, il y a eu les années perfites et il y a eu les années suivantes. Il y a eu les années perfites où, effectivement, même la météo était souvent influencée par les directives ministérielles. Donc, il nous en parlait souvent. Il était partisan d'une information libre, avec une liberté éditoriale qu'il revendiquait, qu'il essayait d'appliquer. Et quand il a quitté le journalisme, en fait, il ne l'a vraiment jamais quitté, parce que quand il est devenu élu local et maire de Saint-Germain-en-Laye, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a créé un journal, le journal de Saint-Germain, qui existe encore et qui tire à 35 000 exemplaires. Il se trouve que la télévision, l'information à la télévision, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Je crois que c'était très différent. Déjà, la multiplicité n'était pas là, les offres n'étaient pas plurielles ni aussi diverses. Il y avait peu de canaux, donc forcément, le poids de l'information, le poids de l'image et de la voix était bien plus important que peut-être ce que l'on peut voir aujourd'hui. Le soir, vous regardez l'information, vous avez 4 ou 5 offres différentes sur les chaînes d'infos en continu. À l'époque, c'était très différent. C'était une époque de pionniers, mais il revendiquait cette âme de pionnier. Vous savez, les premiers pionniers de la télévision, c'était Tchernia, c'était Dumayet. Lorsqu'ils devaient faire un reportage en cabine, un commentaire, souvent, ils n'avaient pas vu le film avant et ils racontaient absolument n'importe quoi et ça passait. Personne ne s'en apercevait. Il y avait 5000 postes de télévision. Ouais. Alors, il se trouve aussi qu'il a donc été le patron de gens mythiques comme Claude Darget, Léon Zitrone et quelques autres. Alors, je me souviens d'une petite anecdote avec Léon Zitrone. Il était venu faire un jeu sans frontières ou un Interville. Ville à Saint-Germain-en-Laye, et c'est lui qui commentait. Je me souviens de mon père qui était venu le saluer. Il aimait beaucoup Léon Zitrone, qui était il nous a toujours dit qu'il était quand même animé d'un caractère assez particulier, oui. D'un très grand caractère ou très gros caractère, mais il y avait des liens entre tous ces... Alors pour nous, évidemment, c'était des superstars quand on était jeunes, et on avait du mal à croire que notre père avait travaillé avec tous ces gens-là, y compris Lazareff, qui habitait à côté de Saint-Germain-en-Laye, dans la grande maison de Louvciennes. Voilà, tout ça pour nous était un univers assez étonnant, assez atypique, et moi j'aimais bien qu'il me raconte ces années-là. Oui, parce qu'effectivement, Léon Zitrone avait un fort caractère. Un jour, une dame le croise dans la rue après son émission, lui donne un autographe et il dit « Madame, j'ai terminé mon émission, il est 9h30, je vous interdis de me reconnaître. » Et c'est vrai. Et Interville aussi, j'ai revu la séquence, ça a été un événement à Saint-Germain-en-Laye. Ah, ça a été très important. Le stade était plein. Ça fait partie un peu de cette télé populaire à l'époque qu'on aimait bien et qui savait tisser des liens avec les territoires. C'est important. Oui. Et Interville, je ne sais pas si vous le savez, au départ,
départ, c'est une émission italienne. Un jour, Guy Lux, on lui propose d'aller voir cette émission. Il est à Cannes et il voit Zitrone qui s'ennuie à une table d'un café. Et il dit à Léon, venez avec moi Léon, on va aller voir cette émission. Et c'est comme ça que tous les deux ensuite, ils ont créé Interville. Et ensuite, je crois que ça a été l'émission préférée du général de Gaulle avec Jeux sans frontières. Et c'est devenu un classique. Et c'est vrai que, j'en reviens au général de Gaulle, votre père en parlait beaucoup, il y avait une grande admiration, Michel Péricard, pour le général de Gaulle, Arnaud Péricard. Mon père était un gaulliste. En 1965, le général de Gaulle vient faire une visite officielle à Saint-Germain-en-Laye. Les membres du conseil municipal, mon père était élu à la recherche de la culture à l'époque, il n'était pas maire, et il m'a toujours raconté cette anecdote. Le général de Gaulle passe en revue les conseillers municipaux, heureux de vous voir, heureux de vous voir, heureux de vous voir, tombe devant mon père, heureux de vous revoir, parce qu'il le voyait tous les jours à la télévision ou presque. Il avait une admiration sans limite, sans faille pour le général de Gaulle, puis après pour Jacques Chirac, qui était son grand compagnon de route politique, évidemment. Notamment, mon père arrête sa carrière dans les médias en 76 et s'engage en 77 à la demande de Jacques Chirac, notamment, et s'engage dans un combat municipal et législatif. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas avec votre père, Michel Péricard, vous êtes Arnaud Péricard, son fils, je le précise, c'est-à-dire qu'il y a une émission qui est l'invité du dimanche, qui est l'ancêtre de toutes les émissions de talk-show d'aujourd'hui et qu'il a présenté. Alors, il a présenté cette émission. Je crois que l'émission dont il était la plus fière, c'est La France défigurée. Oui. Et j'ai encore, je passe mon été sur la côte basque, j'ai encore des gens qui me parlent de cette émission-là et du fait que la côte des Basques, justement, a pu être sauvée du bétonnage grâce à cette émission, qui était une émission précurseur un peu de ce que l'écologie moderne pouvait être. Il était régulièrement menacé de mort. C'était une émission qu'il a produite avec ses deux grands amis, qu'ont été Louis Berriot et François Bonnemin. Voilà. Et dans cette émission, un jour, il y a un reportage de Louis de Funès qui a été l'un des premiers à défendre la nature car il aimait les roses. Alors, Louis de Funès, beaucoup de personnalités se sont impliquées à l'époque. Louis Berriot, après, a repris le concept de l'émission. Et Jean-Pierre Pernaut, il y a quelques mois, avant qu'il ne quitte TF1, nous a demandé si, dans le cadre du journal télévisé du midi sur TF1, s'il pouvait faire une séquence La France défigurée. Il nous a demandé la permission. J'ai trouvé ça très élégant de sa part de nous demander. Et il y a une autre émission célèbre de la télévision dont votre père a été aussi le premier présentateur. Michel Péricard a présenté L'heure de vérité. Oui, L'heure de vérité, tout à fait. Parce qu'on l'attribue toujours à François-Henri de Virieu. François-Henri de Virieu. Et alors, ça m'a fait drôle parce que moi, j'ai été, en tant que spectateur, à la première heure de vérité où mon père était en tant qu'homme politique interviewé dans l'émission qu'il avait lui-même créée. Et alors, ce qui était étonnant, c'est qu'il en était terriblement stressé. Avant. Il avait très très peur de cette émission. Lui qui a été journaliste, qui était évidemment rompu aux images, aux caméras, au micro, était parfois très stressé quand il s'agissait d'aller défendre ses opinions ou ses expressions politiques. Et vous avez des souvenirs de cette époque, de gens qui venaient à la télévision, Arnaud Péricard qui venait chez vous? Moi je venais ici au Studio 104. Mon parrain s'appelait Jean Berthaud. Oui. Il a présenté des émissions avec Anne-Marie Carrière. Exactement. Et donc il faisait ici régulièrement le dimanche à midi une émission. Je venais très souvent. Je ne dis pas qu'on a grandi dans cet univers-là, mais la maison de Radio France a été évidemment quelque chose pour nous de très important. Et ça fait partie des souvenirs qui façonnent une jeunesse. Voilà. Et en même temps, vous avez connu le bureau de votre père, maire de Saint-Germain-en-Laye, enfant. Arnaud Péricard. J'ai connu ce bureau enfant, j'avais 6 ans quand mon père est devenu maire. C'est aujourd'hui mon bureau. Aujourd'hui, c'est le même bureau, donc c'est toujours chargé d'émotions. Mais effectivement, j'ai grandi dans ces deux bureaux. J'ai connu un peu la radio et puis après son bureau à l'Hôtel de Ville. Mais c'est vrai que quand on voit la télévision d'aujourd'hui ou le monde politique d'aujourd'hui, c'est une autre époque, Arnaud Péricard. Alors c'est une autre époque, peut-être suis-je encore un petit peu jeune pour en juger, c'est une époque qui est différente, assurément. C'est une époque où je crois dans la politique, parce que on parlait du bureau à l'Hôtel de Ville. Moi, j'ai beaucoup été, quand j'étais jeune étudiant, j'allais beaucoup à l'Assemblée nationale avec lui. Je trouvais ça passionnant, ça m'intéressait. Je faisais des études de droit et de sciences politiques après. Et donc, ça m'intéressait d'être dans cet univers. Et il y avait des gueules. Il y avait des gueules, il y avait Pierre Mazot, il y avait Vivien, il y avait des gens qui, dans cette formation politique-là, mais même sur d'autres formations politiques, étaient, je me souviens de Jean Roux, je me souviens de Ténor également du Parti Socialiste, il y avait vraiment des voix puissantes.
à l'époque. Peut-être que ces voix-là, aujourd'hui, ont eu tendance un peu à disparaître. Oui, d'ailleurs, je crois que votre père, Michel Péricard, n'était pas le dernier à hurler. Il avait un fort caractère, c'était une grande gueule. Ah, il avait un caractère parfois épouvantable. On peut même aller jusque-là. Il était dur, très dur, avec ses collaborateurs, avec ses enfants, avec sa famille. C'était son exigence à lui. Il était comme ça parce qu'il avait voilà, son stress, son engagement. Et après, quand on était en famille, il était vraiment... tout cela était très loin. Et c'était un père qui était évidemment, comme tous les pères, j'imagine, très, très aimant, très attachant. Et puis une fois qu'il re-rentrait dans son cocon familial, il fallait son sas de décompression et il se réouvrait après sa famille. Il y a une image à laquelle je pense souvent, c'est le petit John sur le bureau de John Kennedy à la Maison-Blanche. Vous avez vécu cela dans le bureau de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard? Alors on a vécu ça, toute proportion gardée évidemment. On a vécu ça avec mes sœurs et puis après avec mon frère. C'était un peu notre terrain de jeu. On y avait beaucoup on y passait nos dimanches. Mon père travaillait tous les dimanches après-midi, ce que je fais moi maintenant aujourd'hui à la mairie. Et donc moi j'avais un rôle très précis le dimanche après-midi, après le déjeuner dominical. Je l'accompagnais, je passais les dossiers. Voilà. Donc j'avais 5-6 ans. Et alors je me suis surpris l'autre jour avec ma fille qui faisait exactement la même chose à l'âge de 8-9 ans, donc sans mimétisme aucun, sans atavisme aucun. Voilà, on s'est retrouvé à recréer cette même situation. Voilà, on a parlé de Michel Péricard, votre père. Maintenant, on va parler de vous, Arnaud Péricard. La dynastie familiale continue avec une autre date, le 20 janvier 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Péricard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Arnaud Péricard. Vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye. Vous organisez dans quelques jours Saint-Germain en live. On en parlera tout à l'heure. C'est une manifestation culturelle. Et puis, vous avez une autre fonction, celle d'avocat. Et j'ai choisi la date du 20 janvier 2009 pour continuer à parler ensemble. Écoutez cette voix. And will, to the best of my ability, preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend. Barack Obama prête serment pour devenir président et je suis certain que vous étiez devant votre écran ce jour-là. Oh, je pense comme des centaines de milliers de Français, j'étais devant mon écran. Évidemment, c'est un président qui a façonné son pays et ça a été pour moi aussi un enseignant. C'est ça qui est étonnant. Oui, il a été mon professeur quand j'étais étudiant à l'université de Chicago. Ça remonte un petit peu, en 1999. Comment ça s'est passé? C'était un professeur libre, je crois. Alors, il était pas permanent, comme on dit. Il avait déjà son cursus politique parce qu'il était sénateur de l'État de l'Illinois, l'équivalent d'un conseiller départemental, si je dois dire. Il n'était pas sénateur fédéral. Il avait eu déjà quelques échecs électoraux. Il avait perdu la primaire pour être désigné candidat démocrate dans les quartiers sud de Chicago contre Bobby Rush. Et pour l'anecdote, les gens des quartiers sud de Chicago, là où est l'université de Chicago, où j'étudiais, disaient « not black enough », tu n'es pas assez noir. Par rapport à Bobby Rush, qui était un leader des Black Panthers historiques. Et puis, le dean, donc le président de l'école de droit, de la Law School, lui a dit « Peut-être, Barack, devrais-tu envisager une carrière à plein temps dans l'enseignement du droit ?» Il a dit « Je vais quand même me redonner une chance. » Et puis, il a été élu après avec la trajectoire qu'on lui connaît. Comment ça se passait un cours avec Barack Obama, professeur Arnaud Péricard? Alors, la méthode d'enseignement américaine est très différente. C'est une méthode dite socratique qui est faite à base d'échanges, de questions et de réponses. En fait, on est un petit peu, quand on vient d'un enseignement français classique qui était le mien, méthode cartésienne, beaucoup de verticalité dans les enseignements. Là, c'était très différent. On avait un enseignant qui nous interroge, donc qui va poser un certain nombre de questions. Élève machin, que pensez-vous de ce que vient de dire l'élève un tel? Avez-vous lu cet article-là? Avez-vous lu cet arrêt de la Cour suprême? Qu'en pensez-vous? Et donc, c'est évidemment pas quelque chose de très vertical, c'est quelque chose de très horizontal, à base d'échanges, de questionnements et de discours. Et on sentait déjà le charisme dans le personnage? Il avait un discours, il avait un charisme impressionnant. Moi, je l'ai eu uniquement un trimestre où j'assistais à ses cours. On était en l'équivalent d'un cours de droit constitutionnel ou de liberté publique, mais c'est quelqu'un dont tout le monde parlait. Tout le monde voyait en lui déjà, ou lui voyait un futur politique. De là, être président de la République, peut-être pas à ce moment-là, mais c'est venu très très vite parce que
Il est élu en octobre 2000, je crois, sénateur fédéral. Et après, il a ce fameux discours lors de la cérémonie d'investiture d'Hillary Clinton, où quelque part, le monde entier le découvre. Oui, en même temps, c'était quelqu'un de très sportif. Il n'admettait pas perdre. Par exemple, au bord d'Air Force One, il faisait des parties de cartes en permanence et il détestait perdre. Alors, c'est un basketteur émérite, hein, il jouait beaucoup au basket. Et ce qui est intéressant, c'est que sa femme, Michelle, était à l'époque vice-présidente de l'hôpital de Chicago, qui était de l'université de Chicago, qui était notre hôpital de rattachement. Et ils ont conservé leur maison dans les quartiers sud. Ils continuent à habiter d'ailleurs dans les quartiers sud. Alors, le quartier résidentiel, évidemment, de ces quartiers sud, près de l'université de Chicago. Il est très attaché. Voilà. Et il se trouve aussi qu'il avait fait construire, lorsqu'il était à la Maison Blanche, un terrain de basket pour pouvoir continuer à jouer au basket le dimanche. Alors, du basket et du golf. Je crois aussi qu'il aimait bien le golf. Oui, et puis le Scrabble aussi. Il était très pas. fort au Scrabble et sa femme était aussi forte que lui, ce qui créait des disputes quelquefois dans le couple. Alors, le sport, justement, Arnaud Péricard, ça vous a marqué parce que l'un de nos tennisman les plus célèbres, Henri Cochet, vous en descendez. C'est mon grand-père, Henri Cochet, voilà, le père de ma maman, qui est lyonnais et qui, après la guerre, s'est installé à Saint-Germain-en-Laye, une personnalité étonnante, j'allais dire magique. Son surnom, c'était le magicien. Et il faut savoir que cette histoire, entre les deux guerres, le tennis est le sport numéro 1 des Français avec la boxe. Notamment, le football et le rugby sont loin derrière, et ce sont les sports préférés des Français. On écoute à la TSF, et il y a une épopée en 1927. Ils gagnent pour la première fois le Saladier, la Coupe Davis. Roland-Garros est construit pour eux, pour accueillir la revanche l'année prochaine, et ils gagnent la Coupe Davis 6 années de suite contre les Anglo-Saxons, les Australiens, les Américains, les Anglais. Et ça n'est jamais arrivé ensuite. Et on les appelait les mousquetaires, d'ailleurs. Les mousquetaires. Et ce qui était très marquant, parce que ça a été très marquant pour moi dans ma jeunesse, c'est cette amitié qui a perduré bien au-delà, pendant plus de 50 ans, 60 ans, même. Borotra, Lacoste, Brugnon, ils ont même rejoué au tennis quand à la fin des années 70, tous ensemble. Ils ont toujours été liés d'amitié. Les familles se sont liées, moi-même, avec les familles Lacoste ou Borotra. Il nous arrive de nous revoir. Donc ces liens ont perduré à travers les générations également. Et donc, je crois que d'ailleurs Henri Cochet, à la fin de sa vie, donnait des leçons de tennis à Saint-Germain-en-Laye. Il vous en a peut-être donné, non? Alors il m'en a donné. Malheureusement, la génétique a parfois ses limites. J'adore le tennis. Je suis un piètre joueur, mais ma mère a été une très bonne joueuse de tennis. Elle a joué très longtemps, et c'était un éducateur. C'était un formateur. Son club à Paris, c'était le Racing Club de France. Et pour l'anecdote, après la guerre, il est né en 1901, donc il a 45 ans. Après la guerre, il devient professionnel. Et sa première tournée professionnelle, il l'a fait pour financer la reconstruction du Racing Club de France dans le Bois de Boulogne, qui avait été très abîmé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il arrête sa carrière professionnelle à 50 ans. Il devient champion des Pays-Bas. Voilà. C'est son dernier titre. Il faut savoir que la Coupe Davis, d'ailleurs, le nom qui a été inventé par Dwight Davis, n'a été donné à cette coupe qu'en 1945. Avant, on l'appelait l'International Lawn Tennis Challenge. Exactement. Ce qui voulait dire défi international de tennis sur gazon. Exactement. Alors, Chicago, justement, vous y avez étudié. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites des études de droit à Paris, à Nanterre, Sciences Po, et vous partez aux États-Unis, Arnaud Péricard. Je pars aux États-Unis parce que je travaillais dans un cabinet d'avocats américain. Je pars avant faire une coopération pour une grande entreprise française en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que j'adorais le rugby, et oui. J'ai joué au rugby en grande partie en Afrique du Sud en 1996. C'est un pays qui me fascinait. La Coupe du Monde de rugby s'y était tenue en 1995. J'avais regardé ça à la télé comme tout le monde, et donc voilà, j'ai pris ma petite valise. J'ai trouvé une entreprise à l'époque qui m'a accueilli. J'ai fait du contrôle de gestion, du contrôle juridique. Je me suis inscrit dans un club dans la province du Transvaal, près de Johannesburg, avec notamment Raphaël Saint-André, le frère de Philippe, et d'autres amis. On a joué dans ce club-là. Le pays venait de s'ouvrir. C'était 2 ans après l'élection de Mandela. C'est un pays exceptionnel, incroyable. Ça a été une aventure très forte. Et puis après, j'ai commencé ma carrière d'avocat en rentrant en France. Mais je reviens au rugby, parce que vous savez que Sud Radio, c'est la station du rugby. C'est notre quotidien, même, sauf, y compris surtout le samedi et le dimanche. Mais c'est vrai que le rugby en Afrique du Sud, on n'imagine pas ce que c'est, Arnaud Péricard. Ah, c'était incroyable. Et moi, j'ai commencé à vivre à Durban,
Durban, c'est là où la France avait perdu sa demi-finale contre les Springboks en 95, où Benazi manque de quelques centimètres l'essai qui nous aurait qualifié, mais je crois que pour la beauté de l'histoire, c'était mieux que ça finisse ainsi. Et je rencontre celui qui est devenu un ami proche et fidèle, on s'est un peu perdu de vue, qui était Thierry Lacroix, qui était l'ouvreur du 15 de France et qui, le rugby devient professionnel en 95. Il est l'un des premiers, avec Fabien Galtier, avec Olivier Roumat, avec Laurent Cabane, à aller s'inscrire et faire 1 ou 2 saisons d'Afrique du Sud. Et vous avez joué un peu contre des joueurs d'Afrique du Sud, Arnaud Péricard? Oui, j'ai joué. J'ai fait une saison, c'est rugueux, mais toujours fair-play. J'ai trouvé très dur sur l'homme, surtout quand vous allez jouer dans des banlieues parfois industrielles de la banlieue de Johannesburg ou banlieue afrikaans. Là, c'était un vrai choc culturel, mais vraiment passionnant. Et on comprend qu'il soit parmi les plus forts. Déjà, physiquement et physiologiquement, ils sont quand même des descendants de Néerlandais, donc ils sont déjà grands par la taille. Et puis, le rugby s'est progressivement ouvert sur d'autres populations. Et je pense que c'est potentiellement pour moi le premier pays du rugby au monde de par la passion qu'elle génère, et je pense que dans le jeu ça devrait l'être bientôt. Ouais. Et vous continuez à suivre le rugby avec passion? Beaucoup, passionnément. J'encourage beaucoup mon club qui joue en Fédéral 3, dans lequel j'ai joué aussi, du rugby de clocher aussi, et je suis un amoureux du rugby. Alors, vous avez mené ensuite d'autres combats, c'est-à-dire que vous êtes devenu avocat à New York, après tout ça, et c'est vrai qu'un avocat à New York, c'est comme le rugby, ça n'a rien à voir avec Paris. Alors, ça n'a rien à voir avec Paris. Alors évidemment, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Vous allez dans des immeubles où il y a 500 avocats. Donc il faut trouver sa place. Déjà, il faut se repérer dans les locaux. Autre méthodologie de vie, de travail. Mais ça a été une période vraiment très agréable de ma vie. C'était une chance pour moi que de travailler aux États-Unis comme avocat. Je travaillais pour un cabinet américain. Et le patron m'avait dit, avant de partir aux États-Unis, il m'a dit, avec son accent un petit peu franglais, il m'avait dit, si tu veux faire carrière dans la firme, il faut aller aux États-Unis. Alors j'étais parti aux États-Unis faire ce master, passer mon barreau à New York et travailler là-bas. Et vous avez mêlé ensuite le sport et le métier d'avocat, puisque je crois que vous avez défendu le Paris Basket Racing, le plus vieux club de basket en France. Alors j'ai fait beaucoup de choses dans le sport. J'avais cet atavisme familial, et donc le Paris Basket était le club du Racing Club de France. Il y avait un président formidable qui s'appelait René Le Goff, qui était également conseiller de Paris et qui m'avait demandé de l'aider. Après, il était président de la Ligue de basket et j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai défendu et j'ai représenté beaucoup de joueurs de rugby, de clubs de rugby. J'ai rendu service à tous les copains et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup dans cet univers. Voilà. Et vous avez aussi d'autres activités. On en parle à travers une autre date, le 7 juin 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Péricard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Arnaud Péricard. On parlera tout à l'heure du festival Saint-Germain en live qui débute le 5 octobre. Et puis on a parlé de vous, de votre père Michel Péricard, d'Henri Cochet, joueur de tennis. On a parlé de vous comme avocat. Mais vous êtes aussi depuis le 16 juin 2017, c'est la date que j'ai choisie, monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est une responsabilité nouvelle. J'étais maire adjoint à la culture. Avant, un engagement vraiment qui me passionnait. Et puis, effectivement, Monsieur Lamy, qui était le maire de Saint-Germain-en-Laye, est décédé. Lui-même avait succédé à mon père qui était décédé. J'espère que la même série ne se reproduira pas. Et donc, mes collègues élus, effectivement, m'ont confié cette responsabilité. Ce que vous n'imaginiez pas au départ, quand vous étiez non, enfant. Pas du tout. Non, je n'imaginais même pas faire de la politique. Au début, j'étais avocat et tout cela me satisfaisait. Et puis, au gré des rencontres que j'ai pu faire, progressivement, les choses se sont un petit peu affinées dans mes envies. Et je m'étais présenté une fois à une élection, ça s'était plutôt bien passé, et là les choses se sont peut-être un petit peu accélérées. Voilà, mais il se trouve que quand on parle du métier d'avocat que vous continuez à exercer, et celui du métier de maire, il y a des points communs. Alors il y a énormément de points communs. Déjà, on est là pour défendre les gens.
que vous soyez maire ou que vous soyez avocat, il y a une similitude très importante. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ni cette mission, ni cette profession. Ça, c'est sûr. Donc, il faut aimer les gens, il faut aimer résoudre les difficultés, il faut être à leur côté, dans leur combat, les accompagner, parfois les raisonner. Donc, il y a, voilà, les ressemblances sont en tout cas très fortes, et y compris dans le travail un peu plus technique, puisque la mission de maire, elle devient de plus en plus technique, elle se professionnalise quelque part, elle est de plus en plus juridique, et le regard quelque part d'un expert, ou en tout cas d'un avocat, ou de quelqu'un qui s'y connaît peut-être un petit peu dans la lecture des textes, ça peut aider. Oui, effectivement, vous êtes maire le matin et avocat l'après-midi. C'est exactement ça. C'est Voilà. pas simple à gérer, ça. Écoutez, j'ai la chance d'avoir aussi bien dans mon cabinet d'avocat que dans ma mairie, de pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui sont exceptionnels, que ce soit mes agents ou mes élus, et avec une très bonne organisation. Vous savez, moi, je vis, je respire, je dors, je me réveille Saint-Germain-en-Laye. J'y suis le matin. Ma maison est à 300 mètres de l'hôtel de ville. J'y passe tôt le matin, j'y passe tard le soir, j'y passe parfois à midi. Je fais un aller-retour. J'y suis tout le temps, donc tout en étant avocat. C'est une bonne organisation. Je vous promets qu'il faut être assez rythmé, mais c'est passionnant, j'ai beaucoup de chance. Mais le métier de maire, en dehors des problèmes juridiques, a beaucoup évolué aussi, parce que la demande du public a évolué, Arnaud Péricard. Alors les demandes sont un public, et si je peux me permettre juste de faire le parallèle avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, le maire est devenu un peu le réceptacle du stress de tout le monde, ce qui est parfois un peu difficile, et on le voit en période de rentrée scolaire, le stress des enseignants, le stress des parents, le stress des personnels, y compris pour parfois des responsabilités qui ne sont pas du ressort de la collectivité, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est vraiment le dernier maillon, c'est vraiment le dernier ressort. On le sent de plus en plus. Il n'y a plus de députés maires, donc les parlementaires aujourd'hui ne sont plus élus locaux, donc ça crée quand même une forme d'éloignement. Et le maire, c'est vraiment celui vers qui on se tourne, je ne veux pas dire en premier et en dernier ressort, mais pas loin. Voilà, mais en même temps, la crise sanitaire, ça n'a pas été facile à vivre. Je crois que vous avez beaucoup été sur les réseaux sociaux pour essayer justement de donner de la force à vos concitoyens, Arnaud Péricard. Alors j'ai commencé à faire des petits Facebook Live quasiment tous les jours. Ce qui est rare pour un maire. Alors ce qui était rare, en plein confinement, j'étais dans mon bureau à la mairie, je faisais face aux affaires courantes, ou dans le jardin, et j'essayais de donner de l'espoir aux gens. J'avais tous les jours les chiffres du centre hospitalier, j'avais des données médicales, j'ai essayé de leur donner espoir en disant que voilà, on allait s'en sortir ensemble. Et puis progressivement, ça a pris, et c'était devenu, voilà, il y avait des milliers de personnes qui regardaient tous les jours, et c'était devenu le point quelque part de la journée où les gens se donnaient rendez-vous. Ils me l'ont dit après, évidemment, et j'ai continué, j'ai perduré. Alors pas sur un rythme quotidien, mais sur un rythme hebdomadaire, mais ça me permettait de conserver ce lien, alors même que plus personne ne se voyait. Oui, et ça c'est nouveau aussi, on n'aurait pas pu imaginer voici quelques années un maire évoquant sa ville sur Internet, sur les réseaux sociaux. Non, c'est pour ça que ça a beaucoup évolué. Avant, il y avait des intermédiations. Avant d'aller voir le maire, il y avait un certain nombre de choses qui étaient, ou de personnes qui étaient contactées préalablement. Aujourd'hui, c'est directement. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas des dizaines de messages, d'emails, d'interpellations sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, me demandant des choses. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est différent. Il faut savoir le gérer et gérer le flux, parce qu'on ne peut pas répondre, évidemment, tout le temps. Et c'est là où le parallèle avec le métier d'avocat est important. Quand on vous demande tout de suite une réponse par email, quand vous êtes avocat, vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Il faut prendre le temps parfois de réfléchir, de poser un peu le crayon. Maire, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, il y a aussi, dans cette ville de Saint-Germain-en-Laye, le côté ancien, parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Germain-en-Laye, ça a été la ville où les rois ont vécu avant Louis XIV. Avant de migrer vers la ville nouvelle de Versailles, oui, comme je dis souvent avec amitié les Versaillais, on les appelle nos cousins. Voilà, ce sont nos cousins les Versaillais. Donc Saint-Germain a été la ville royale, a beaucoup souffert du départ du roi Soleil à la fin du XVIIe siècle sur Versailles. Et puis s'est redressé progressivement tout au long de ce XVIIIe siècle pour être aujourd'hui une ville royale, une ville également impériale, avec un enracinement très fort, Napoléon Ier, Napoléon III surtout. Voilà. Et il y a aussi la première ligne de chemin de fer, je crois, qui est partie de Saint-Germain-des-Prés en 1837. Saint-Germain-en-Laye, pardon. Alors, Gare Saint-Lazare, ouais. 1837, la première ligne de chemin de fer. Alors, la première ligne ouverte au public. La première était en fait une ligne de chemin de fer de charbonnage qui était à Saint-Étienne. Et la première ligne de chemin de fer ouverte au public, c'est Saint-Lazare, Saint-Germain-en-Laye. Il y a encore quelques vestiges.
Parmi les personnalités qui ont vécu à Saint-Germain-en-Laye, il y a Claude Debussy. Oui, Claude Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye. Ses parents étaient des petits commerçants dans l'une des rues commerçantes de Saint-Germain-en-Laye. Petite échoppe qui est devenue la maison natale. Claude Debussy, qui est aujourd'hui un monument historique et qui a une petite maison avec une salle, on va dire une salle, un petit auditoire qui fait 40 places. Pas plus, et des demandes du monde entier. Il y a des pianistes de renom qui veulent venir jouer dans cette salle pour s'imprégner de l'esprit de Claude Debussy. Alors on leur dit, mais vous savez, l'auditorium ne fait que 40 places. Ils disent, c'est pas grave, il y a un très beau piano, je veux venir. Et c'est une atmosphère, on est en train de la rénover, une atmosphère assez atypique qu'on fait vivre autour de la mémoire de Claude Debussy. Et il y a un autre personnage étonnant, Arnaud Péricard, qui est né à Saint-Germain-en-Laye, c'est Jean Edernalier. Alors, Jean Edernalier, il a même été lycéen, oui. Personnalité évidemment atypique, une très grande intelligence, un polémiste. Alors, un polémiste avant les autres. Hein. Avant les autres, mais qui n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Oui. Hein, peut-être l'aurait-il été candidat aujourd'hui. Mais voilà, on a beaucoup de grandes personnalités qui sont nées, que ce soit des écrivains, que ce soit des cinéastes, que ce soit des hommes de lettres. Je pense à Marc Ferraud qui vient de décéder, qui a notamment été le producteur et l'animateur d'Histoire parallèle, qui a fait aimer l'histoire à la télévision en direct, et on est très fiers de cet héritage. Oui, Jean Edernalier, on en parle beaucoup moins. Moi, j'ai des souvenirs de Jean Edernalier, un matin qui m'appelle en me disant « Tu m'as vu à la télévision hier soir ?» Il était 7h du matin, chez Pivot. Oui, j'étais pas bien. Si. Non, j'étais pas bien, je prépare un coup. Et ça a été son faux enlèvement. À 14h30, on a annoncé qu'il avait été enlevé, ce qui était absolument faux. C'était pas imaginable aujourd'hui, ce genre de choses. Oh, je ne crois pas. En tout cas, avec les moyens aujourd'hui technologiques, ça se vérifierait tout de suite. Alors, il y a une chose étonnante aussi qu'on ne sait pas sur votre ville, monsieur le maire, Arnaud Péricard, c'est que la sauce béarnaise est née à Saint-Germain-en-Laye. Exactement. La sauce béarnaise, il y a plein de choses qui sont nées à Saint-Germain-en-Laye, notamment la sauce béarnaise au pavillon Henri IV. Et il faut savoir que le pavillon Henri IV est une des plus vieilles maisons hôtelières en Île-de-France. Et les gens prenaient le train, allaient en week-end ou allaient passer la journée sur la grande terrasse de Le Nôtre à Saint-Germain. Le train s'arrêtait, on prenait un petit ascenseur, on montait sur la terrasse, il y avait 20 mètres de dénivelé, on s'arrêtait au pavillon Henri IV pour déjeuner, et on y a effectivement découvert la sauce béarnaise. Et les pommes soufflées aussi. Et les pommes soufflées qui ont été inventées là-bas. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi la soupe Saint-Germain. Alors, il y a la soupe Saint-Germain. Maintenant, on a beaucoup de gâteaux. On a des fromages qui s'appellent le Saint-Germain, le Debussy. Et un des meilleurs chocolatiers de France, je crois, qui s'appelle Pascal Legac. Alors, on a un formidable chocolatier qui est Pascal Legac. On a beaucoup de chocolatiers. Et on a vraiment à cœur de défendre cet artisanat autour des métiers de bouche, parce que ça fait partie de notre ADN à Saint-Germain. On aime bien manger. On a une population aussi très internationale et qui prend plaisir à se satisfaire des bonnes choses de la bouche. Donc, on encourage tous ces artisans à s'implanter dans notre ville. Et j'en reviens à votre passion du sport, Arnaud Péricard, car le PSG, le Paris Saint-Germain, c'est né chez vous, et vous l'avez connu, le Grand des Loges. Alors, je l'ai connu, bien sûr, c'est né en 1970, c'est la fusion du Paris FC et du Stade Saint-Germainois. Le Stade Saint-Germainois, il est né en 1904. Je dis ça parce que le numéro d'affiliation du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est le numéro d'affiliation du Stade Saint-Germainois 1904, et donc il a grandi au Camp des Loges. Alors, pour partie, il va nous quitter dans 2 ans pour aller à Aigremont-Poissy sur un très grand centre d'entraînement que nous construisons, que le club construit. Et le Camp des Loges, on vient de faire d'ailleurs un ouvrage autour du Camp des Loges, c'est un des lieux de mémoire du sport français. Voilà, il y a le tennis, il y a le football, il y a le rugby. C'est Franck Ménel, justement, au rugby, qui a été formé ici. Et c'est tous les grands du football français. Il faut savoir qu'avant que Clairefontaine n'existe, l'équipe de France venait s'entraîner au Camp des Loges. C'était leur lieu de rassemblement. Et vous, adolescent, vous avez des souvenirs des joueurs dans les rues de Saint-Germain-en-Laye? Tout le temps. On les voit encore. Vous voyez, ce matin, je suis parti de Saint-Germain et place du Château, j'ai croisé Jean-Michel Moutier, Safet Suzik et 2 autres anciens joueurs du club. Ils sont là, ils prennent leur café. Beaucoup d'anciens joueurs habitent Saint-Germain. Ça fait partie un peu de notre
là encore, de notre ADN, de notre cadre de vie. Moi, j'ai le souvenir de Louis Fernandez, Battenet. Louis, il vient très souvent à Saint-Germain. Rocheteau, ils habitaient Domenech. Ils habitaient tous Saint-Germain et on les voyait régulièrement. Le star system n'était pas celui aujourd'hui que l'on connaît, mais c'est beaucoup de souvenirs. Et j'ai surtout souvenir d'un très grand monsieur qui était Francis Borrelli, qui était le président du Paris Saint-Germain, qui venait à la maison prendre le café, qui appelait. Il y avait cette proximité aujourd'hui qui a perduré aussi un peu avec Michel Denisot quand il est devenu président du club. Il y avait cette affinité aussi avec mon père sur le monde des médias qu'ils avaient partagé tous les deux. Et puis évidemment, aujourd'hui, on est dans d'autres univers. Oui, effectivement, quand on voit aujourd'hui les joueurs se déplacer en Porsche ou en Ferrari, Luis Fernandez à Saint-Germain-en-Laye, il se déplaçait en mobilette. En mobilette, voilà. Et on voyait, il était au centre de formation, Place Vauban à l'époque, et on voyait régulièrement Louis sur sa mobilette. Alors à chaque fois que je le vois, je lui raconte l'anecdote, ça le fait rire, mais il est énormément attaché à Saint-Germain. Mais c'est vrai que le football a évolué et que ce côté pionnier du football, on le regrette peut-être un petit peu aujourd'hui, Arnaud Péricard. Moi, je crois que le football aurait tort, c'est un peu comme le rugby, de se couper de cette notion et de cette dimension d'héritage. Voilà, c'est très important. Moi, j'avais été en tant que maire très choqué quand Ibrahimovic, qui arrive au PSG, dit « avant moi, il n'y avait rien ». Alors, c'était son côté provocateur, il faut dépasser cela, mais c'est pas vrai. Il y avait des hommes et des femmes qui ont créé un club et qui ont été énormément heurtés par ce qui avait été dit. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les dirigeants du club ont intégré tout cela et ce travail de mémoire, ce travail sur l'héritage est vraiment bien traité par le club. Ça fait 50 ans d'histoire en commun. 50 ans, ça commence à faire partie d'une tranche d'histoire d'une ville. C'est pas juste une petite anecdote. Donc pour nous, c'est très important parce que même si on peut penser que les Saint-Germainois sont des gens un peu privilégiés, un peu embourgeoisés, ils sont très fiers de leur club. Alors, il y a le football et puis il y a votre côté enfant de la balle. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 5 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Arnaud Péricard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Arnaud Péricard. Vous êtes avocat, maire de Saint-Germain-en-Laye. Et justement, le 5 octobre prochain, vous créez un festival qui s'appelle Saint-Germain On Live, qui est un festival important. D'abord, c'est le retour des festivals qu'on a attendu pendant 2 ans, Arnaud Péricard. Déjà, il y a une attente très forte, effectivement, de pouvoir retourner dans des salles de spectacle, de pouvoir revivre des émotions culturelles, des émotions artistiques ensemble. Donc il fallait qu'on accompagne ce retour à la vie d'avant et on l'a fait à travers l'organisation de ce festival Saint-Germain en live. Alors, c'est le premier festival international Saint-Germain en live. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on a une particularité à Saint-Germain, c'est une ville où la population internationale est peut-être la plus importante ou la plus dense du pays rapportée à sa population parce qu'on a un lycée international, on a une communauté étrangère qui est très forte et donc on a souvent coutume de dire que à Saint-Germain on est ouvert sur les autres et sur le monde et ouvert sur le monde il fallait qu'on le traduise également avec une offre culturelle qui soit ouverte justement sur ce monde-là, sur les cultures du monde, sur les musiques du monde, qu'elles soient anglo-saxonnes ou qu'elles soient diverses ou plurielles et donc c'est ce que l'on a fait à travers cette première édition. Alors il se trouve en même temps que ce festival ce sont des jeunes. Alors quand on voit Saint-Germain avec les rois jadis et aujourd'hui les jeunes talents de demain qui viennent pour ce festival Saint-Germain en live. Alors ça faisait un petit peu partie du cahier des charges que je m'étais imposé, voilà, de dépoussiérer. On avait un festival avant qui était qui avait le mérite d'exister, mais voilà, il fallait un peu dépoussiérer cette offre-là. Il fallait que je le fasse un petit peu avec, je ne vais pas dire avec ma jeunesse et mes envies, mais en tout cas, on a une population qui est très en attente. Même si on est à 15 km de Paris, il faut qu'on ait en grande couronne une offre culturelle qui soit diversifiée et qui soit attrayante. Mais d'ailleurs, le public est beaucoup plus attentif à ce qui se passait loin de Paris qu'à Paris. Alors, en ce moment, c'est vrai. On a une demande qui est très forte. Donc, à nous d'offrir. Donc, on finira avec Grand Corps Malade. On a d'ailleurs Youssef. On a Daniel Auteuil. On va en parler justement. Mais c'est vrai, vous avez voulu mélanger la pop, le rock, le jazz, les arts de la rue. On a une particularité aussi dans notre ville, c'est qu'on a un établissement culturel qui s'appelle La Clé, une SMAC. Alors une SMAC, qu'est-ce que c'est? C'est une scène de musique actuelle, c'est un label qui est délivré par le ministère de la Culture et qui est peut-être le plus important incubateur culturel de l'Île-de-France. C'est 2500 membres et il y a énormément de jeunes groupes de rock, d'électro ou même de pop qui sont nés
qui ont été incubés, qui ont répété, qui ont été en résidence. Et là, on a le plaisir de recevoir, par exemple, l'Impératrice, qui est un des groupes d'électropop qui est le plus populaire en ce moment. Donc, ils viendront rejouer à Saint-Germain, là où tout a commencé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de groupes comme ça qui n'ont pas forcément les maisons de disques comme alliés, et ils viennent répéter dans des salles. Un peu comme Maison de la Culture. Exactement, c'était un peu ça. Ils viennent aujourd'hui. Et puis, les circuits de distribution de la musique sont différents aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vous faire connaître sur les réseaux, vous pouvez vous faire sur des plateformes de streaming, sur bien d'autres sources de distribution musicale. Et on se rend compte que parfois, même sans le savoir, on a beaucoup de talents qui sont nés chez nous. Et c'est une occasion, justement, de les remettre en avant, de leur faire honneur, qu'eux-mêmes viennent restituer et rendre un peu ce qu'ils ont appris durant leur période de résidence ou d'apprentissage culturel. Oui, la résidence est un phénomène qui était différent dans les maisons de la culture en années 70. Le groupe Il était une fois, notamment, avec Joël et Serge, est né à cette époque-là, à Colombes, dans une maison de la culture, parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autre lieu pour répéter. Et à l'époque, ce que vous faites n'existait pas, Arnaud Péricard. Alors, on essaye de le faire. On a des bénévoles formidables qui nous permettent de le faire. Et un festival, ça n'a de sens que si ça peut irriguer toute une année l'ensemble des acteurs culturels d'un territoire. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, en plus, vous évoquez le monde des scènes d'après. Est-ce que c'est après le confinement ou après ou le futur? Mais pour vous, ce sont des musiques que vous connaissez, que vous aimez. Alors, évidemment, je n'impose rien. Hein. Il y a des programmateurs, il y a des gens dont c'est le métier. Je peux de temps en temps esquisser quelques préférences. J'ai voulu notamment dans ce festival, progressivement, que l'on mélange les différentes esthétiques, qu'on mélange aussi bien de la chorégraphie, que l'on mélange du hip-hop, que l'on mélange de la musique. Saint-Germain, c'est une terre de chorégraphie. On l'ignore peut-être. Alors, évidemment, référence, on a parlé de mon grand-père, mais ma grand-mère, qui était première danseuse à l'Opéra de Paris, a monté et a formé Elisabeth Platel, grande danseuse étoile, Jean-Yves Lormeau, Nicolas Le Riche, voilà, 3 danseurs étoiles qui ont été formés chez nous à Saint-Germain. Et on a cette fusion des différents styles et des différentes cultures, que ce soit de la musique classique, de la danse classique, du contemporain, du hip-hop. Et ce qui m'intéresse, c'est ce mélange. Voilà. Et ce mélange dans des lieux qui s'appellent la salle Jacques Tati ou l'espace Pierre Delanoë. Exactement. À Pierre Delanoë, qui a vécu donc Fourqueux, c'est maintenant fait partie de la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il y a vécu longtemps, à quelques mètres de là où vivaient Jean-Jacques Debout et Chantal Goya. Oui. Dans la maison elle-même et eux-mêmes vivaient Victor Hugo avant. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'histoires. Et puis Jacques Tati, évidemment, sa maison d'enfance à Saint-Germain-en-Laye. Oui, Jacques Tati, que j'ai connu à la fin de sa vie, qui était totalement oublié, qui vivait dans un petit appartement, alors qu'aujourd'hui il est culte. C'est aussi. Alors aujourd'hui il est culte, évidemment. On a une salle, on a des rues, des monuments qui s'appellent Jacques Tati. On redécouvre Jacques Tati. Jacques Tati chef, très précisément. Et alors pour l'anecdote, la maison de famille dans laquelle il vivait, il n'aimait pas que les volets donnent sur la rue. Les volets sont toujours fermés. C'est fou, ouais. Et Jacques Tati a fait quand même des grands films comme Mon Oncle. Après, il s'est ruiné avec Playtime. Mais là aussi, il n'y avait pas à l'époque des gens qui disaient donnons leur chance aux anciens et aux jeunes. Non, il a eu cette reconnaissance un peu tardive et aujourd'hui, même de très grands metteurs en scène de la scène contemporaine lui rendent hommage par sa modernité. Et quand vous re-regardez, quand vous avez pris Mon Oncle ou même Playtime, c'est d'une modernité incroyable. Alors, parmi les événements de ce festival Saint-Germain-en-Laye, il y a la présence de Daniel Auteuil. Si vous m'aviez connu dans ce fringant costume, quand je fondais de l'or, là aussi, c'est une surprise. Daniel Auteuil qui a eu envie de chanter, il s'est mis à créer un spectacle et vous l'accueillez. Oui, on l'accueille. C'est l'une de ses premières. Il sera en tournée. Je l'ai vu et écouté l'autre jour sur Ardisson, samedi soir à la télé. Et on connaît tous l'acteur. Aussi bien dramatique que le comédien. Dans les films comiques, on connaît évidemment beaucoup moins le chanteur. Moi, j'engage celles et ceux qui le veulent à venir l'écouter, le découvrir, à passer un beau moment de poésie et d'accalmie. Mais surtout. On oublie qu'il a débuté comme chanteur. Quand il a raté le conservatoire, il a trouvé un engagement dans Gospel, qui était une comédie musicale dans les années 70. Et il avait comme partenaire 2 débutants qui s'appelaient Dave et Armand Altaï. Ah oui, bon, d'accord. Et ça a marché pendant 1 an. Et il avait un talent, et après le cinéma est venu. Mais en même temps,
accueillir des gens comme Daniel Auteuil, c'est important pour vous, parce que c'est le mélange des générations. Exactement. Et puis je crois que Daniel Auteuil fait partie peut-être de ces rares acteurs à parler à tout le monde, à parler aussi bien aux jeunes générations qu'aux plus anciennes. Il a une carrière phénoménale, aussi bien dans des comédies un petit peu burlesques ou loufoques que dans des très grands rôles de composition. Et même moi, j'ai revu avec mes enfants Les Pagnols l'autre jour. Voilà. Donc il parle à tout le monde, et je pense qu'avec la chanson, il saura également parler à tout le monde. Et c'est un beau moment de poésie. C'est un moment où le temps va s'arrêter, on va se calmer, on va prendre notre temps, on va écouter, on va prendre du plaisir. Alors, il faut savoir qu'il a joué effectivement Jean de Florette et il a joué Manon des Sources, mais au départ, c'était Jacques Villeray qui avait été pressenti pour le rôle. Yves Montand n'en voulait pas, et Daniel Auteuil est arrivé comme ça. Et personne n'imaginait que ça aurait un tel succès. Ouais, comme quoi une trajectoire parfois ne tient pas à grand-chose. Voilà. Et c'est là où il a commencé une histoire d'amour avec Emmanuel Béard, qui a aussi fait le délice des journaux qu'on n'appelait pas encore People. Et puis alors effectivement, comme toutes les générations sont présentées, vous avez aussi dans ce festival Arnaud Péricard, Abdel Malik. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais, comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, sans cesse je luttais, comment pouvais-je t'aimer? Abdel Malik, que j'ai reçu avec Clé d'une vie, c'est un personnage hors norme. Vous le connaissez, Arnaud Péricard? Alors, je ne le connais pas bien. Évidemment, j'ai écouté son œuvre, Le jeune noir à l'épée, là, son nouveau... ses nouvelles œuvres. Là aussi, ça doit faire partie des découvertes. C'est peut-être un artiste qu'on méconnaît encore un petit peu en France. Et je crois que l'un des objectifs de ce festival, c'est justement d'aller vers la découverte de ces artistes qui sont des artistes accomplis, complets, d'une poésie incroyable, qui manient le texte, qui manient le français formidablement bien, et qui sont, voilà, et qui pour moi sont aussi les témoins d'une ouverture culturelle que je veux sur ma population et sur mon territoire. Je veux qu'on s'ouvre davantage aux cultures du monde, et il en est l'une des illustrations. Et l'un des exemples à suivre, Arnaud Péricard, parce que à ce micro, il m'a raconté un jour qu'effectivement, jeune, il s'est trouvé embringué dans l'islam. Il s'en est sorti parce qu'il a vu aussi beaucoup de gens mourir dans les drogues, et il s'est plongé dans la littérature à la bibliothèque municipale, et il a eu un doctorat de philosophie et de lettres classiques. Donc c'est un bel exemple à suivre, en tout cas pour nos jeunes. Ce festival, c'est le point de départ d'autre chose pour vous, Arnaud Péricard? Je crois que envie de démontrer qu'évidemment, on a une offre culturelle très, très riche dans notre ville. Elle est patrimoniale, c'est une ville de l'histoire de la France. Saint-Germain-en-Laye, évidemment, elle n'appartient pas aux Saint-Germainois, elle appartient en français, comme les Fontainebleau, comme les Versailles, comme les Chantilly. Mais je crois justement que on est une ville, voilà, je pense que c'est l'une des enseignements de la pandémie, c'est qu'il y a un retour vers les villes moyennes. Saint-Germain, c'est une ville de 50 000 habitants qui rayonne sur son territoire, mais on le voit aujourd'hui, beaucoup d'attrait, beaucoup de personnes qui veulent venir redécouvrir notre forêt, nos territoires, ce petit enracinement presque de province à 15 km de Paris. Je crois qu'on a des habitants qui choisissent notre ville parce qu'ils sont en manque de repères, et on leur offre ça. On leur offre un cadre et un repère. Mais il y a de plus en plus de gens qui vivent aujourd'hui dans les villes moyennes, Arnaud Péricard. Ben, tant mieux. Tant mieux pour nous. La demande est très forte. La demande est très forte, et c'est vrai que la culture a pendant un temps un petit peu souffert. C'était Paris et le désert français, non pas la province, mais la grande couronne. Ce qui était notre cas, et c'était très dur de bâtir des offres culturelles attractives pour nos habitants, parce qu'évidemment tout le monde est aspiré par ce qui se passe à Paris. Alors c'est un peu plus compliqué de venir à Paris en ce moment, y compris en voiture. Oui, hein, donc j'ai remarqué, on n'est pas les seuls. Et donc voilà, à nous aussi. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que avec une journée ou 2 journées de télétravail par semaine, vous avez 20 ou 40% de temps en plus que les gens vont passer chez eux. Donc ça veut dire aussi des nouvelles offres de loisirs sportifs, culturels, théâtrales, artistiques. À nous aussi de savoir capter ce temps-là qui va être passé sur nos territoires. Et l'écologie aussi, vous en préoccupez. Je crois que vous avez préparé un écoquartier. On a 3 écoquartiers à Saint-Germain. À Saint-Germain, le défi qu'on avait, c'est qu'on a notre forêt royale qui est là, 3700 hectares de forêt. On s'est battu devant le Conseil d'État pour la faire protéger. C'est une forêt de protection. C'est notre oxygène, c'est notre poumon vert de l'Ouest francilien. C'était le combat de mon père. Ça, c'est un combat
que je continuerai tant qu'il me restera un souffle d'oxygène. Oui, et un combat qui est un exemple pour le reste de la douce France, Arnaud Péricard. C'est ce que l'on veut. Voilà, on veut montrer qu'à Saint-Germain, on peut vivre de façon apaisée. C'est pas Disneyland. On est aussi confronté aux difficultés auxquelles sont confrontées toutes les villes modernes. Mais voilà, il y a cette douceur de vivre chez nous. C'est pas la peine d'aller à Angers. Venez à Saint-Germain, vous y serez bien reçus. Eh ben, on ira au Festival Saint-Germain en live du 5 au 10 octobre. Le programme est sur Internet. Et puis merci Arnaud Péricard de cette passion que vous manifestez et de défendre ainsi votre ville et la société et la civilisation. Merci Jacques. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.